à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vendredi. On est le 20 mars 2026. Je vous souhaite la bienvenue, comme d'habitude, dans Le français, c'est facile avec Adrien. J'espère que ça va par chez vous. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez dans le monde. Et aujourd'hui, on continue avec l'histoire de France et avec une période de l'histoire de France très importante pour nous, les Français. Et c'est la Révolution française. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, et ça serait top, vous abonner à mon site Patreon afin de m'aider dans la production, dans la réalisation de ce podcast. Et vous pouvez aussi vous abonner maintenant sur YouTube si vous voulez me remercier de tout cela. Et donc on attaque avec la Révolution en 1789. Pour vous donner un peu de contexte, on est donc sous Louis XVI, le roi de France c'est Louis XVI, et l'état de la France va très mal. Le pays est ruiné, il n'y a plus d'argent nulle part, sauf chez les riches, chez les nobles et chez l'Église, chez le clergé. Le clergé, ce sont les représentants de l'Église qui ont aussi beaucoup d'argent. Donc la solution qu'il faudrait faire pour aider le pays, c'est tout simplement taxer les nobles et taxer le clergé, taxer l'Église. Sauf que les nobles, les puissants et l'Église refusent qu'on leur prenne leur argent. Sauf que en parallèle de ça, le peuple souffre. L'année 1788, donc l'hiver 1788 et début 1789, a été catastrophique au niveau des récoltes. Ça a été très dur, il n'y avait que très peu de récoltes en France, et chez les personnes pauvres, chez les paysans, chez les ouvriers, il y a 80% de leur salaire qui était utilisé pour acheter du pain. Imaginez que aujourd'hui vous gagnez, je ne sais pas, 1 000 € par mois, on va faire un chiffre simple, eh bien il y a 800 € qui étaient utilisés pour acheter du pain. 80%. C'est impressionnant. Donc on est dans une situation en France, en 1789, de blocage total, de faillite, de ruine. Personne ne veut faire un pas vers l'autre. Donc que va décider Louis XVI? Il va décider de convoquer les États généraux. Alors c'est quoi ça, les États généraux? Les États généraux, c'est convoquer une assemblée où il y a des représentants des nobles, des représentants du clergé, de l'Église, et des représentants du peuple. Ils vont tous se réunir au même endroit, et tous ces représentants vont avoir chacun une voix. Pardon, tous ces partis, ces trois partis vont avoir chacun une voix possible. Donc en gros, les nobles vont avoir une voix, le clergé une voix, et le peuple une voix. Et il faut savoir que le peuple, bien sûr, représente la majorité de la population, quasiment 98-99% de la population. Mais comme les nobles et le clergé veulent la même chose, ne veulent pas être taxés, ne veulent pas accepter les demandes du peuple, ils vont à chaque fois voter non, et le peuple va voter oui. Sauf que ça fait 2 contre 1, donc il n'y a aucune demande du peuple qui peut aboutir. Le peuple, il demandait quoi? Eh bien, il demandait beaucoup de choses. Plus de liberté, plus d'égalité, moins d'impôts, plus d'argent. Il demandait aussi la fin des privilèges. Il demandait une constitution,
que la France puisse avoir des lois qui soient égales entre les hommes. Donc on est là aussi dans un blocage. Le roi a fait ça, mais les partis n'arrivent pas à s'entendre. Donc que va faire le peuple? Eh bien il va quitter ses états généraux, il va quitter cet endroit, et ils vont s'installer à côté du château de Versailles. Ça s'appelle la salle du jeu de paume. Ils vont se mettre dans cette salle et ils vont dire: on ne sort pas d'ici tant qu'on n'a pas donné une constitution à la France. Donc le peuple a quitté les États généraux pour se réunir seuls, pour se réunir eux-mêmes dans une salle, sans l'accord des nobles, sans l'accord du clergé, sans l'autorisation du roi. C'est le premier acte de révolte contre le roi. C'est à partir de ce moment-là que les nobles, les puissants, le roi, vont comprendre que le pays, c'est le peuple et ce n'est pas eux. Donc ces représentants du peuple vont créer une constitution, la constitution française, sans l'accord du roi. Ça, c'est en mai, fin mai, je crois, 1789. Et après, on arrive en juillet. Le 14 juillet 1789, le vent de révolution souffle à Paris. Le peuple se rebelle et le peuple va prendre la prison de la Bastille. La Bastille, c'était une prison qui était place de la Bastille dans Paris. C'est une place qui existe encore aujourd'hui. Il n'y a plus la prison, mais si vous voulez aller la visiter, c'est tout à fait possible. Donc le peuple va envahir cette prison. Pourquoi cette prison spécifiquement? Pour deux raisons. La première, c'est que c'était le symbole du pouvoir du roi. La Bastille, c'est là où le roi pouvait faire enfermer des gens sans procès, juste avec une lettre. Le roi avait évidemment les pleins pouvoirs, et cette Bastille, cette prison, c'était le symbole de ce pouvoir. Donc de faire tomber la Bastille, d'envahir cette prison, c'était faire tomber le pouvoir du roi. Et la deuxième raison, c'est quoi? C'est que c'est à la Bastille qu'il y avait les stocks de poudre. La poudre, c'est quoi? C'est la poudre à canon. Le peuple avait des fusils, avait récupéré des fusils aux Invalides, pas très loin, mais il n'avait pas de poudre pour les faire fonctionner. Et les barils de poudre, les stocks de poudre, étaient à la Bastille. C'est donc la deuxième raison pour laquelle ils ont envahi cette prison. Donc le 14 juillet 1789, c'est le réel début de la Révolution française avec la prise de la Bastille. Et d'ailleurs, le 14 juillet, c'est aujourd'hui encore le jour de la fête nationale. Tous les ans en France, le 14 juillet, il y a un défilé militaire, il y a un feu d'artifice. C'est le jour du début de la Révolution française, le jour qui deviendra la fête nationale, le jour où le peuple a pris le pouvoir. Oh là là, quand je suis en train de vous le dire, j'ai la chair de poule. Donc on continue. Ah oui, on en est où? Donc le soir de la prise de la Bastille, le roi va apprendre l'information. Louis XVI est au château et il demande ce qu'il se passe à un de ses conseillers. Et il dit: c'est une révolte. Et le conseiller lui répond: non, sire, c'est une révolution. Et ça, c'est un dialogue qui est connu en France. C'est quoi la différence entre une révolte et une révolution? Eh bien, une révolution, c'est beaucoup plus important. C'est un changement énorme dans la société, alors qu'une révolte, ça va être moins important. Donc, le roi
retire ses troupes de la Bastille, de l'endroit. Le peuple a gagné contre le roi. Et à partir de là, tout va changer en France. À partir de ce moment, les choses vont s'enchaîner et tout va changer. En août de la même année, donc un mois après, les nobles et le clergé renoncent à leurs privilèges. Ils renoncent à tout ce qu'ils avaient réussi à avoir comme privilège que le peuple n'avait pas. C'est un système de plus de 1000 ans qui s'écroule. Il faut arriver à réaliser, à comprendre l'importance de cette révolution, l'importance de ce changement de système. C'est vraiment impressionnant. Et de là, le peuple va prendre le pouvoir. La France va être une monarchie constitutionnelle, un peu comme en Angleterre. Le roi va régner, mais il n'aura pas de pouvoir. Sauf que 2 ans après, en 1791, le roi tente de fuir de Paris. Il tente de s'échapper, mais il est arrêté à cause d'une pièce de monnaie. Pourquoi? En fait, on arrête sa calèche, sa voiture, et la personne, au début, ne reconnaît pas le roi. Sauf qu'il prend une pièce de monnaie, il a une pièce de monnaie où il y a la tête du roi sur la pièce de monnaie. Et il regarde la pièce, il regarde le roi, et il comprend que le roi tente de s'échapper, et donc le roi est arrêté. 2 ans plus tard, 1793, le roi est jugé, condamné à mort, et on va couper la tête du roi. À ce moment-là, il faut comprendre qu'en Europe, dans tous les pays voisins, ce sont aussi des monarchies. Et donc là, ça commence à avoir un peu peur. Les autres pays sont horrifiés parce que le peuple français s'est révolté contre le roi et les rois des pays voisins ont peur que leur peuple se révolte contre eux. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec l'histoire de France. On continuera demain avec la suite, savoir ce qu'il s'est passé après qu'on ait coupé la tête du roi. On va arriver d'ailleurs au début du 19e siècle. Mais maintenant, je vous parle de l'expression française «il y a de l'eau dans le gaz», comme vous avez pu le voir sur l'image du podcast. D'ailleurs, est-ce que juste avec l'image, vous pouvez déduire, vous pouvez comprendre «il y a de l'eau dans le gaz», ça veut dire quoi? Eh bien, je pense que oui. Sur l'image du podcast, on voit un homme et une femme avec la bouche ouverte, les sourcils froncés, qui sont en train de crier. On peut imaginer que c'est un couple ou un frère et une sœur qui se disputent, qui s'engueulent. Eh bien, il y a de l'eau dans le gaz, c'est ça. C'est une relation qui est compliquée, qui est difficile, où il y a beaucoup de disputes, où il y a des voix qui s'élèvent, où il y a des mots, hmm, des insultes qui partent. Ça peut être dans une relation de famille, frère et sœur, père-mère, père-fils, mère-fille, etc., etc. Ça peut être entre amis aussi. On peut utiliser cette expression entre amis, mais souvent quand même, on utilise il y a de l'eau dans le gaz dans une relation de couple, dans une relation amoureuse. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Je pense qu'on a tous plus ou moins vécu ça une fois dans sa vie. Vous avez invité des amis à dîner. Vous avez invité un couple d'amis et pendant le dîner, vous remarquez que l'ambiance n'est pas géniale. Vous remarquez que entre ces personnes, entre ces deux personnes, il y a de la tension. Il y a des petites piques qui sont lancées. Ça tire un peu la gueule. Il y en a un qui va critiquer l'autre et l'autre qui va critiquer l'un. Bref, vous sentez que c'est pas la joie dans le couple.
Vous sentez bien qu'il y a un problème et que ils ne peuvent plus se supporter. Il y a de l'eau dans le gaz, c'est ça. C'est une relation compliquée, difficile, souvent, comme je vous disais, une relation de couple. Mais alors pourquoi on dit il y a de l'eau dans le gaz? C'est bizarre, non? Eh bien, il y a une explication. Comme souvent dans les expressions françaises, il y a une explication logique. Et ici encore, c'est une image. Une image de quoi? Eh bien, je vais vous expliquer. Le gaz, c'est ce qui va servir à chauffer une maison. On peut se chauffer au gaz ou à l'électricité. Et c'est aussi ce qui va servir à chauffer la casserole, chauffer les poêles. Aujourd'hui, on a des plaques à induction et des plaques au gaz. Mais à l'époque de la création de cette expression, au XIXe siècle, le gaz était produit à partir de charbon. Et c'était un gaz un peu différent d'aujourd'hui qui contenait de la vapeur d'eau. Donc dans le gaz, il y avait un peu d'eau sous forme de vapeur. Et parfois, cette vapeur d'eau bloquait les tuyaux et ça provoquait comme une petite explosion, comme un bruit assez fort. Et un bruit fort d'eau dans le gaz, c'est comme des paroles fortes quand on s'engueule, quand on se dispute. Donc on avait assimilé à l'époque ce petit bruit d'explosion dans les tuyaux, à cause de l'eau dans le gaz, aux paroles qu'on peut avoir quand on s'engueule avec quelqu'un. Alors je vais pas crier là tout de suite, mais vous savez ce que c'est? Je suis sûr que vous vous êtes déjà disputé, engueulé avec plein de personnes différentes et que vous savez ce que c'est. Donc maintenant, vous saurez dire en français, il y a une dispute, il y a un problème, c'est tendu entre eux, il y a de l'eau dans le gaz. En anglais, ça se dit things are rocky. Il me reste à vous dire que quoi? Demain, bien sûr, on fait une nouvelle expression française. Cette expression, ça sera en bonne et due forme. Et on va bien sûr continuer avec l'histoire de France. On se rapproche petit à petit des temps modernes, de notre époque, et on sera donc au début du 19e siècle. Je vous souhaite de passer une bonne journée, j'espère que ça vous a intéressé. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite... Non, je vous l'ai déjà dit. Allez, à bientôt. Bye bye, hasta luego. Allez, matane.